السلام عليكم. اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022، الحلقة 66 وفقير 18. Aujourd'hui, vendredi 4 novembre 2022. Épisode 66 وفقير 18. غنبدا هاد الحلقة بس نصحح بعض الأخطاء اللي درت في الحلقة الفايتة. قلت في الحلقة الفايتة على أنه هو لو كوموندون ديال دوزيام بيرو ماروكان ان سيرتان حسن، mais j'ai pas dit le nom de famille. Il s'agit de Hassan, du colonel Hassan Liussi. Hassan Liussi هو اللي كان كوموندون ديال دوزيام بيرو ميليتير à l'état major دي فار، وهو اللي كان عنده واحد العدد ديال الطائرات وديال لي زيليكوبتير à sa disposition. وهذا الكولونيل حسن اليوسي كان صديق كبير ديال الجنرال وفقير. في هذه الحلقة الفايتة ذكرت على أنه هو رئيس الدولة المغربي، كانت تصل يوم السبت 30 أكتوبر 1965 مع جميع بزاف ديال الشخصيات à tous les niveaux au sommet de l'État français. ذكرت بأنه هو parmi ces personnalités كاين جاك شيراك، وقلت ان اوتر جاك اللي كان مكلف في المخابرات الفرنسيه. هاد جاك الثاني وهو جاك فوكار، اف او دو سي ا ار دي. جاك فوكارد هو اللي كان لو غران باترون دي سيرفيس سبيسيو فرونسي du SDEC et de la DST en 1965. وفي هذه الحلقة إيجالمون ذكرت على أنه هو ميلو تونزي كان امبليكي dans le complot de 1900, dans le complot, dans la préparation du complot du général Ahmed Dlimi en janvier 1983 et non en janvier 1981. الحقيقة هادشي كان en janvier 83. واحد العدد ديال الناس اللي كانوا تقبطوا في هذيك الوقت دخلوا كانوا داروهم في الفيلات تحت الحراسة النظرية لمدة لعدة شهور
ولكن ما حكموهمش. تونسي ميلود كان من بين هاد الناس. من بعد قبل ما ندوز الحلقة ديال اليوم غنذكر بأن هو الكتاب ديالي ريزون ديتا راه فيه جميع لي ديتاي كونسيرنون لوبيراسيون بويا بشير، وفيه جميع لي ديتاي كونسيرنون مهدي بن بركة دابري لي زارشيف دو كاب 1، وفيه جميع لي ديتاي ديال لي تونتاتيف d'assassinat qui visait Mehdi Ben Barka. La première tentative avait eu lieu contre Mehdi Ben Barka en 1957. Et c'est le زعيم ديال الحركة الشعبية محجوبي أحردان هو اللي كان ديريير هاد لا بروميير تونتاتيف داساسينات ديال مهدي بن بركة en 1957. Dans ce livre, il y a tous les détails concernant toutes les tentatives d'assassinat contre le Mehdi Ben Barka en 1962, en novembre 1962, au mois d'août 1964, au lendemain de la liquidation de Cheikh Al-Arab, en 1965, هاد les tentatives كلهم elles sont bien détaillées dans Raison d'État. Dans ce livre, il y a également tous les détails sur l'enlèvement de Mehdi Ben Barka, sur sa torture et sur son assassinat. Il y a également des détails sur le transport du cadavre du leader de l'UNFP entre Paris et Rabat. Il y a également tous les détails concernant la dissolution du cadavre du Zaïm de l'UNFP. Dans ce livre, il y a tous les détails, et notamment les détails financiers, les détails concernant les vrais et faux passeports, les vrais et faux permis de conduire, qui avaient été utilisés par les 50 agents de l'opération
Bouya-Béchir, quand je dis 50 agents, ça ne veut pas dire qu'ils avaient tous le même grade ou un grade subalterne. Ces 50 agents chargés de l'opération Bouya-Béchir étaient composés de plusieurs commissaires de police, de plusieurs commissaires principaux, de plusieurs officiers de police principaux, de plusieurs officiers de police, de plusieurs officiers de police adjoints au PA, de plusieurs inspecteurs de police principaux, de plusieurs inspecteurs de police et de quelques gardiens de la paix. Tout ce monde formait les 50 agents de l'opération Bouya-Béchir. Il est à noter que dans les services du Cap 1, un agent du service avait le grade militaire de commandant, de colonel, de capitaine, ou avait le grade de commissaire principal, de commissaire de police, d'officier de police principal, d'officier de police adjoint, d'inspecteur principal, d'inspecteur de police et peut-être de gardien de la paix. Tous ces gradés-là étaient tous considérés comme des agents du Cap 1 et traités tous sur le même pied d'égalité. Toutes ces personnes, civiles et militaires, étaient considérées sur le même pied d'égalité. Dans les services spéciaux du Cap 1, seuls les patrons de chaque département étaient considérés comme des chefs de service, comme des chefs de département. Et les chefs des brigades de sécurité étaient également considérés comme des chefs de service dans chaque brigade de sécurité. Le général Hoffer, en 1965, entre 1960 et 1965, était le vrai patron de la police française des renseignements généraux, qui était affecté dans les différents aéroports de la capitale française.
Oufkir était également le patron de la police de la sécurité publique affectée dans les aéroports de la région de Paris. Comme il avait les moyens financiers énormes à son entière disposition, il faisait des cadeaux à tout le monde, donnait des enveloppes à tout le monde, distribuait le whisky à tout le monde, distribuait les cartouches de cigarettes américaines à tout le monde et donnait des enveloppes à presque tout le monde. Cette description du général Oufkir de l'époque va permettre à tout le monde en 2022 d'avoir une idée sur ce général marocain en 1965. Ce général Oufkir avait au Maroc tous les pouvoirs de décision. C'est lui qui était l'homme le plus puissant au Maroc entre 1960 et 1972. Au niveau de l'État français, le général Oufkir était considéré comme un homme de la France, un homme très fidèle à la France. Et ce, de père en fils. Les grands-parents le grand-père du général Oufkir, qui vivait à la région de Figuig, était connu comme un homme de la France, un homme très fidèle à la France. Le père du général Oufkir, qui était un caïd dans la région de Figuig, était également considéré comme un homme de la France, un homme très fidèle à la France. Les oncles du général Oufkir étaient tous considérés comme des hommes de la France, comme des hommes très fidèles à la France. Le général Oufkir avait commencé à collaborer avec les services secrets français du SDEC, avec les services secrets israéliens du Mossad et avec les services secrets américains de la CIA. Et ce, à partir de 1948, en tant que source d'information.
entre 1948 et 1972, le général Hofreer est resté toujours la même source d'information pour les services du SDEC français, pour les services du Mossad israélien et pour les services américains de la CIA. Le général Hofreer avait de très solides relations avec tous les patrons des services spéciaux français, avec tous les patrons et tous les patrons des services de police français. Il avait des relations très solides avec Jacques Foccart, le patron des services spéciaux français, avec Roger Frey, le ministre de l'Intérieur français, avec Maurice Papon, le préfet de police à Paris, avec le commissaire Jean Caille, le patron des renseignements généraux à Paris, avec le colonel, avec le commissaire divisionnaire, chef de la police de la sécurité publique à Paris. Avec le ministre de l'Intérieur français, Roger Frey, Hofreer avait une relation très grande, car Roger Frey visitait le Maroc plusieurs fois par an. Il faisait régulièrement des visites de travail et des visites privées. Roger Frey avait toujours été bien reçu par le général Hofreer au Maroc entre 1960 et 1965 et avait également reçu plusieurs cadeaux offerts par le général Hofreer. Les interventions de Roger Frey, ministre de l'Intérieur français, du préfet de police Maurice Papon, du commissaire de police, du commissaire divisionnaire Jean Caille, patron des renseignements généraux à Paris, le commissaire divisionnaire chef de la sécurité publique à Paris,
tous ces hauts responsables de la police française, de la police parisienne, avaient des relations directes avec le général Houphouët. Le général Houphouët était une personnalité très connue très connue par les responsables et par les agents des services de la police RG et des services de la police de la sécurité publique dans chaque aéroport français dans la région parisienne. Dans tous ces aéroports, Houphouët avait, entre 1960 et 1965, Houphouët avait habitué presque tout le monde aux cadeaux offerts par Houphouët, aux bouteilles de whisky de luxe offertes par Houphouët, aux cartouches de cigarettes américaines offertes par Houphouët, aux enveloppes très bien remplies offertes par Houphouët. Avec tous ces moyens financiers énormes, le général Houphouët était considéré comme le patron de tous les services de la police parisienne. Du commissaire divisionnaire au simple gardien de la paix. Un simple gardien de la paix qui faisait un garde à vous dans les règles au général Houphouët recevait immédiatement une enveloppe. Ça, c'était les habitudes du général Houphouët. Toutes les personnes qui avaient intervenu en faveur du général Houphouët et du commandant Ahmed Dlimi ignoraient complètement le sort réservé à Mehdi Ben Barka. Tous ces responsables de la police ne savaient pas que Mehdi Ben Barka avait été torturé et assassiné par Houphouët et Dlimi dans la nuit du 29 au 30 octobre 1965. Ces responsables de la police parisienne avaient exécuté à la lettre les interventions de Roger Frey, ministre de l'Intérieur, et du préfet de police Maurice Papon. Dans les aéroports de la banlieue parisienne, il y avait
les documents officiels où étaient enregistrées toutes les informations concernant les voyageurs, les avions de ligne, les bagages, les voyageurs, et ils avaient également des registres confidentiels où étaient inscrits chaque avion militaire marocain qui venait à Paris dans le cadre incognito. Les visites incognito étaient assez nombreuses à l'époque. Ce n'est pas la première fois que le général Aufrère a voyagé en France incognito, sans passeport et sans aucune pièce d'identité. Ce genre de voyage incognito était une spécialité du général Aufrère et du commandant de Lémy. Le commandant de Lémy était toujours à côté du général. Il était comme son ombre. Il ne le quittait jamais. Partout où se trouvait Aufrère, il y avait également à ses côtés le commandant Ahmed Lémy. Autrement dit, le général Aufrère avait induit en erreur tous les hauts responsables français, à tous les niveaux. Tous ces responsables, en intervenant en faveur du général Aufrère et du commandant Lémy, étaient de bonne foi. Étaient de bonne foi. Ils ignoraient tous que Mehdi Ben Barka avait été liquidé dans la nuit du 29 au 30 octobre 1965. Le samedi 30 octobre 1965, Aufrère de Lémy était arrivé de bonne heure le matin à l'aéroport Fès 6. Ils avaient passé la journée du samedi avec le chef d'État marocain, le roi Hassan II. Il se trouvait dans l'impasse totale en France, dans l'affaire Ben Barka. Le chef d'État avait fait le maximum pour trouver une solution.
pour trouver une solution au niveau de la France, au niveau du territoire français, au niveau de la police parisienne. Mais les services français concernés ignoraient complètement le sort réservé à Mehdi Ben Barka. Ils avaient accepté de collaborer dans cette affaire pour servir les intérêts de la France au Maroc et pour sauver la grande amitié qui existait entre le Maroc et la France. Le samedi, le même jour du samedi, après-midi, Oufkher et Glimi avaient pris des avions de ligne en direction de l'aéroport d'Orly à Paris. Ils étaient arrivés après 19 heures. Le général Oufkher avait demandé à Antoine Lopez de lui prêter les clés de sa villa à la banlieue parisienne. Après le passage du cadavre de Mehdi Ben Barka à la villa d'Antoine Lopez, pendant 2 ou 3 heures, Oufkher avait passé la nuit dans son hôtel de grand luxe à Paris. Le lendemain, dimanche 31 octobre 1965, le général Oufkher est allé en Suisse pour voir ses enfants et son épouse. Les enfants du général Oufkher étaient des étudiants en Suisse. Il est resté avec eux jusqu'au 3 novembre 1965. Le 3 novembre 1965, Oufkher était de retour à l'aéroport d'Orly. Il est arrivé avec sa tenue de colonel, avec sa tenue militaire. Mais le même jour du 3 novembre 1965, le commissaire Bouvier, patron de la police judiciaire à Paris et patron de l'enquête concernant l'affaire Ben Barka, avait
avait bien l'intention de procéder à l'arrestation du général Houphouët, car il avait toutes les preuves pour le faire. Mais une nouvelle intervention, le 3 novembre 1965, une nouvelle intervention auprès du commissaire divisionnaire Bouvier l'avait obligé à ne rien faire et à garder son calme, à ne rien faire contre le général Houphouët, contre le commandant Ahmed Dlimi et contre le commissaire principal Abdelhak Al-Achachi, qui se trouvaient tous les trois dans l'ambassade marocaine à Paris. Le commissaire divisionnaire Bouvier avait réellement l'intention d'arrêter ces trois hauts responsables marocains. Mais Roger Frey, ministre de l'Intérieur français, avait une nouvelle fois donné des instructions très claires et très précises au commissaire Bouvier pour l'obliger à ne rien faire. Après la réception de l'ambassade marocaine, ces trois responsables marocains avaient pu rejoindre l'aéroport d'Orly et prendre des avions à destination du Maroc ou à destination ou d'une autre destination, comme c'est le cas pour Abdelhak Al-Achachi. Le commissaire Bouvier et ses proches collaborateurs se trouvaient à l'aéroport d'Orly au moment du débarquement du général Houphouët, du commandant Dlimi et du commissaire principal Abdelhak Al-Achachi, au moment où ces trois derniers prenaient deux avions différents à destination du Maroc ou une autre destination. Et c'est ainsi que ces trois responsables marocains avaient échappé de justesse aux griffes de la justice française. Depuis cette date du 3 novembre 1965, les services de la justice française n'ont pas cessé de réclamer le général Houphouët jusqu'à sa liquidation en 1972.
et n'ont pas arrêté de réclamer le général Ahmed Limi jusqu'en 1983, date de sa liquidation, et ont continué à réclamer Abdelhak Hachachi, préfet de police dans les années 80, et qui est resté en vie jusqu'en 2015 ou 2016. Pendant toute sa vie, Abdelhak Hachachi avait été recherché par la justice française dans le cadre de l'affaire Ben Barka. Le chef d'État français, le général de Gaulle, était très en colère contre le roi du Maroc, qui ne voulait pas mettre à la disposition de la justice française le général Oufkir. Mais le chef d'État marocain, le roi Hassan II, ne pouvait pas remettre Oufkir à la justice française, car c'est lui le roi lui-même, Hassan II, qui avait donné des ordres à Oufkir et à Dlimi pour la liquidation de Mehdi Ben Barka.